Bonjour tout le monde, bienvenue à ce meet-up OSS by Maïf. Donc on va commencer par faire une première partie où on va vous montrer des slides pour vous parler de la brique qui s'appelle Izanami, et ensuite on aura une démo. Hop, donc je vais vous partager mon écran. Ok, donc ici présent, moi-même Alexandre, donc je suis développeur, lead développeur à la Maïf. Je fais essentiellement du Java, du Scala, du JavaScript. J'ai un compte Twitter, mais je ne suis pas forcément très actif, mais des fois je donne notamment des news sur Izanami. Et j'ai un GitHub aussi où il y a quelques petits projets qui peuvent être sympas. Et moi, bonjour à tous, c'est Pierre Brunard, je suis simple développeur à la Maïf et je développe en Java, Scala, JS. Je ne suis pas présent sur les réseaux sociaux, mais mon GitHub, c'est Pierre Brunard, Maïf. Du coup, avant de vous parler de Izanami en particulier, on va faire une petite rétrospective sur tous les projets open source qu'on a pu sortir à la Maïf. Donc depuis 2018, en fait, on a on a la possibilité d'open sourcer des produits dans notre cadre de travail. On a commencé avec deux briques Autoroshi Izanami en 2018. Donc ça, c'est plutôt des applicatifs, des serveurs qui exposent des API qu'on peut utiliser dans ces projets au besoin. Et ensuite, on a open sourcé aussi un jeu de cartes. Là, c'est plus de la gestion de projet, c'est un peu moins technique. On a continué avec une brique autour de la GDPR, une brique autour du renouvellement des certificats. Et ensuite, cette démarche un peu de rendre des projets open source, elle a dépassé un peu notre équipe de développeurs. Et en fait, il y a l'équipe qui se charge, qui sont plus côté IA, et notamment sur le routage des mails, et qui ont open sourcé un produit qui s'appelle Mélusine, qui permet de faire de l'analyse de contenu de mail et de faire du routage de mail. Donc du coup, on a élargi un petit peu les acteurs autour de l'open source, hein. Puis est venue une brique qui est un portail d'API qui s'appelle Daikoku. Ensuite, on a eu une brique qui s'appelle Chapache, qui permet de comprendre un peu tout ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle. Et puis finalement, on a terminé avec une librairie qui s'appelle TOT, qui permet de faire l'event sourcing. D'ailleurs, c'est moi-même et Benjamin qui vous avions déjà présenté cette chose-là il y a quelques mois. Donc du coup, tous ces projets open source, ça va complètement avec les valeurs de mutualisme de la Maïf. Et donc, on est très heureux de vous présenter aujourd'hui la brique qui s'appelle Izanami. Donc Izanami, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est la déesse de la création et de la mort. Ça, c'est plus pour l'origine du nom. Mais c'est aussi une brique qui permet de faire du feature flipping, de l'A/B testing et de la configuration partagée. Et donc, en fait, comme c'est la déesse de la création et de la mort, du coup, ça allait bien avec le fait d'activer ou désactiver une feature, d'où le choix du nom. Donc là, je vais laisser la parole à Pierre qui va vous parler de la partie feature flipping. Donc le feature flipping, c'est une technique de développement. Alors déjà, en termes de dénomination, il y a pléthore de variants. On peut parler de feature trivial, il me semble, de conditional feature. Bref, il y a plein de noms. Il n'y en a pas un qui a pris le dessus sur les autres. Mais en tout cas, c'est une technique de développement. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir activer ou de désactiver une fonctionnalité à chaud. Et notamment, ça évite le truc où, en fait, pour rendre une fonctionnalité, apporter une nouvelle fonctionnalité à un utilisateur, il faut déployer une certaine version de notre application. Et c'est au moment où on fait le déploiement où l'utilisateur peut profiter de l'application. Là, on peut faire le déploiement et à une autre date, on va activer la fonctionnalité. Donc, il y a déjà cet aspect-là où en fait on décorrèle l'aspect déploiement et l'aspect activation de la fonctionnalité. Ce qui permet derrière, par exemple, de pouvoir travailler à plusieurs sur la même branche, plusieurs fonctionnalités qui ont potentiellement des horizons de livraison différents, et de partir tous ensemble dans la même version, mais comme de toute manière l'activation se fera au fil de l'eau, il n'y a pas de souci.
Autre usage qu'on peut y voir aussi du feature flipping, on peut s'en servir comme une sorte de coupe-circuit, c'est-à-dire que par exemple votre application consomme un service extérieur, une API d'un partenaire, et à un moment ou à un autre, vous voulez vous isoler de cette API parce qu'elle perturbe votre application, elle a des problèmes de lenteur, elle bugote un petit peu ou des choses comme ça. Pour peu qu'elle soit bien encadrée par le feature flipping, eh bien, vous pouvez isoler votre application de cette API. Pour l'instant, on peut voir plusieurs techniques pour activer, désactiver une fonctionnalité. On va dire que la plus classique, consiste à aller sur la console d'Inami et d'aller cliquer sur un bouton pour jouer sur l'activation et la désactivation. Après, on a des techniques un poil plus élaborées qui consistent là de jouer avec des dates ou des heures, c'est-à-dire qu'à partir d'une date donnée, la fonctionnalité sera activée, ou même on peut définir une plage horaire d'activation de ce genre de choses. On peut aussi définir une stratégie là plus sur le pourcentage d'utilisateurs, c'est-à-dire que vous pouvez dire je veux que 20% de mes utilisateurs aient la fonctionnalité activée, et pour les autres, la fonctionnalité ne sera pas visible. Et si vous avez vraiment des règles bien tordues pour activer et désactiver votre fonctionnalité, vous avez la possibilité de l'implémenter soit par du JavaScript, soit du Kotlin et du Scala, si je ne me trompe pas. Dernière stratégie qui est beaucoup plus basique, là, c'est un système de liste blanche, c'est-à-dire que vous allez mettre en dur dans une liste les personnes qui pourront accéder à cette fonctionnalité. Donc voilà un petit autre exemple pour du feature flipping. Maintenant, Alexandre va vous présenter l'A/B testing. Vous allez voir, c'est aussi un concept qui semble être très voisin du feature flipping, mais dans les faits, les usages sont totalement différents. Donc ouais, je vais vous parler donc effectivement d'A/B testing. Donc le principe de l'A/B testing, c'était être capable de savoir si une feature qu'on veut proposer à des utilisateurs est pertinente ou pas. Donc généralement, quand on invente une nouvelle fonctionnalité ou une nouvelle façon de présenter les choses, on se dit, bon, c'est génial, je vais faire ça, ça va plaire à tous les utilisateurs et ainsi de suite. Peut-être qu'il y a des gens dans l'équipe qui vont débattre en disant, non, non, c'est nul, ça ne marchera pas ton truc. Mais en fait, tant qu'on est à ce niveau-là, finalement, on n'a que des opinions. Et là, l'idée, c'est plutôt d'avoir un retour des utilisateurs en prenant des mesures. Donc, comment ça va se passer? L'idée, c'est de mettre en compétition deux versions d'une même feature. Donc là, dans la capture d'écran, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a deux versions d'un bouton qui sont différentes. Et on va essayer de mesurer laquelle des deux est la plus pertinente. Donc pour faire ça, on va présenter la version A à un panel d'utilisateurs, la version B à un autre panel d'utilisateurs. Et en fonction des actions d'utilisateurs, on va essayer de mesurer laquelle fonctionne le mieux. Donc sur les boutons, en fait, ici, on va se dire que c'est le clic sur le bouton qui fait que le bouton est pertinent, puisque la personne l'a vu, elle a cliqué dessus, donc en gros, il y a eu un taux de transformation. Donc ça, c'est pour voilà, c'est comme ça que ça se présente. Et donc ensuite, une fois qu'on a ouvert ça aux utilisateurs, on va avoir une remontée de métriques qu'on va pouvoir consulter au niveau du back-end d'Izanami et d'essayer de voir dans le temps si c'est la variante A, la variante B ou même ici la variante C qui a eu le plus d'impact sur les utilisateurs. Donc comment ça se mesure? En fait, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'une variante est affichée, on va comptabiliser cet affichage. Et si la variante a gagné, on va comptabiliser aussi cette action. Donc là, en l'occurrence, c'est quand quelqu'un clique sur le bouton, on va comptabiliser que la variante a bien gagné. Et à la fin, on va avoir le pourcentage on va dire de victoire par rapport au nombre d'affichages. Donc après, comment ça se déroule d'un point de vue échange avec Izanami? Le front-end va fournir au back-end de l'application un identifiant qui permet d'identifier l'utilisateur de façon unique. Donc l'idée, c'est d'avoir plutôt un identifiant qui va durer dans le temps, ce qui fait qu'on pourra proposer une continuité dans la navigation pour un utilisateur donné. En fait, l'idée, c'est que le même utilisateur, s'il revient plusieurs fois sur le même site, on lui propose à peu près toujours la même variante, parce que sinon, ça va lui
ça va lui faire bizarre si le site change à chaque clic ou à chaque fois qu'il rafraîchit une page, quoi. Donc du coup, on envoie l'identifiant de l'utilisateur au back-end. On vous expliquera après, mais l'idée c'est que le back-end il fasse proxy sur Izanami. Après, ça c'est plus une tambouille technique, mais voilà. Izanami va affecter un variant, va répondre au front-end. Le front-end va pouvoir afficher la bonne version à l'utilisateur. Et ensuite, le front va envoyer des événements. Un premier événement pour notifier que la variante a été affichée. Et puis si jamais l'utilisateur, dans le cas du bouton, a cliqué, bah, du coup, il va y avoir un autre événement qui va être envoyé à Izanami. Donc comment on calcule les variants? En fait, c'est très simple. On utilise une technique qui est assez utilisée dans les bases de données distribuées. C'est ce qu'on appelle le consistent hashing. Donc en gros, l'idée, c'est de calculer un hash sur l'identifiant. Donc là, dans cet exemple, l'identifiant, c'est l'adresse mail de la personne. Donc en fait, on peut se dire que c'est plutôt un choix correct, puisque en gros, il y a, à moins que la personne change de mail à chaque fois qu'il visite le site, mais sinon, il y a des chances que ça reste une donnée constante dans le temps. Et donc on va calculer un hash par rapport à cette chaîne de caractères. Là, l'algorithme qui est utilisé, c'est un truc qui s'appelle Murmure-H3. Et donc, en fait, la particularité de cet algorithme, c'est que il a une bonne distribution de hash en fonction suivant les différentes chaînes de caractères qu'on lui donne. Donc là, le hash qui est calculé, c'est le truc qui vaut 500 512 459. Et une fois qu'on a obtenu ce hash, on va calculer le modulo. Donc là, le modulo 100. Et ça va nous donner le pourcentage, en gros. Ça va nous donner un pourcentage. Et en fonction de ce pourcentage, on va pouvoir savoir quelle variante est utilisée. Donc là, on voit variante A de 0 à 49, variante B de 50 à 99. Et donc, on sait que pierre@maif.fr, ce sera toujours la variante B, et alex@maif.fr, ce sera toujours la variante A. L'intérêt de ça, c'est que ça ne demande aucune ressource côté back-end de stockage en base de données ou quoi. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais on pourrait imaginer faire calculer ça aussi en JavaScript. Et en fait, on pourrait savoir directement quelle variante correspond à quel utilisateur. On propose aussi plusieurs façons, enfin, plus que deux variants. En gros, là, on voit qu'on peut faire variante A, B, C et autant qu'on veut. Donc là, j'ai fait le tour de la partie A/B testing. Maintenant, je vais vous parler de la configuration partagée. Donc ça, c'est la troisième grosse fonctionnalité que propose Izanami. Donc là, l'idée, c'est d'exposer de la configuration via API. Donc ça fait une sorte de base clé-valeur. Et donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir modifier cette config directement dans Izanami et faire en sorte que l'applicatif puisse en bénéficier à chaud. Pour ceux qui utilisent Spring Cloud Config, du coup, le Izanami expose l'API de Spring Cloud Config, donc c'est utilisable avec le module Spring Cloud Config. Ça, ça peut être utile si vous utilisez déjà cette librairie. D'un point de vue architecture, en fait, Izanami, c'est quoi? C'est avant tout un set d'API. Donc en fait, finalement, l'IHM, c'est juste un client des API comme n'importe quel autre client d'Izanami. Et en plus des API qui sont plutôt pour éditer les features ou les lire, on a aussi un module de Server Sent Event. Donc en gros, le Server Sent Event, c'est une technologie qui est supportée par quasiment tous les navigateurs. Et en gros, ça permet de garder une connexion ouverte vers le serveur. Et ça permet au serveur de faire du push, en fait. Et donc, en gros, d'avoir des notifications en temps réel. Donc, les microservices qui vont vouloir utiliser les fonctionnalités de feature flipping ou d'A/B testing, ils pourront être notifiés en temps réel des événements qui se produisent et donc réagir en presque temps réel. D'un point de vue, du coup, exploitation, Izanami supporte plusieurs bases de données, donc Redis, Elasticsearch, LevelDB, InMemory, DynamoDB, MongoDB, PostgreSQL. Nous, il faut savoir qu'à la Maïf, on utilise au moins Redis, Elasticsearch, Redis, Elasticsearch, MongoDB et Postgres. Donc ça, c'est plutôt des solutions sûres. On sait que DynamoDB, c'est bien utilisé. Donc en gros, toutes les solutions de stockage sont viables, à part LevelDB et InMemory, qui sont plutôt des solutions à utiliser en développement, donc pas en production. Et d'un point de vue gestion des événements, il y a une notion d'event store, et là, en fait,
grosso modo, Kafka et Redis, c'est OK, le reste, c'est plutôt expérimental. Voilà pour la partie architecture. Du coup, Izanami, c'est bien, ça propose des API, ça fait c'est des bonnes primitives pour interagir avec. Par contre, c'est un peu bas niveau, c'est un peu brut. Donc, par-dessus, en fait, on a construit des clients. Donc, aujourd'hui, il y a un client ligne de commande qui, je pense, n'est pas forcément très utilisé, mais voilà, ça peut être rigolo. Et sinon, on a un client React qui est parce que du coup, on fait beaucoup de React à la Maïf. Et sinon, côté back, on a un client JVM qui fait Java Scala et un starter Spring Boot qui vient utiliser ce client-là. Et on a aussi un client JS pour ceux qui ont des applis en Node. L'intérêt d'avoir des clients, c'est de pouvoir rajouter des fonctionnalités supplémentaires. Donc, par exemple, le client Java, il expose une stratégie de cache intelligent. Et donc, l'idée, c'est pour éviter les appels trop importants à Izanami et potentiellement des temps de latence importants à chaque fois qu'on veut évaluer si une feature elle est activée ou pas. En fait, l'idée, c'est de garder une copie d'une partie des features dans un cache local. Donc, on va garder que les features qui sont utilisées par notre applicatif. Et en fait, ce cache local va être rafraîchi par les événements en presque temps réel. Et donc, du coup, ça permet d'avoir une version des features à jour dans l'application, mais en limitant le trafic réseau et en limitant les temps de latence trop importants. Le client gère aussi une stratégie de cache plus classique à base de TTL. Donc voilà, après, c'est à la carte. Et puis du coup, comme en fait, le serveur Izanami, il expose des API, eh bien, ça laisse la possibilité de construire n'importe quel autre client par-dessus. Donc là, en fonction de vos besoins, vous pouvez construire ce que vous voulez. Donc voilà pour la partie, on va dire, la présentation théorique. Maintenant, Pierre va reprendre la main et il va vous faire une petite démo de l'intégration d'Izanami dans une application Spring Boot. Donc oui, je vais vous présenter quelques use cases de mise en œuvre d'A/B testing et quelques plutôt use cases de feature flipping et un d'A/B testing. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu le résultat et les usages, et également de vous montrer ce que ça peut donner en termes d'application au niveau de votre code. Pour la démo, je vais utiliser une instance d'Izanami que j'ai préparée. Donc là, je ne vais pas vous faire la présentation de cette console, mais j'ai configuré quelques features. J'ai également configuré une session d'expérimentation. Et ensuite, on a une application démo qui est également disponible dans le repo d'Izanami. Et cette application, en fait, c'est une sorte d'application beta series-like. C'est-à-dire que ici, vous faites une recherche d'une série. Vous pouvez la noter comme série à voir. Vous pouvez également consulter le détail de cette série, c'est-à-dire le nombre de saisons, le nombre d'épisodes, et toper les épisodes que vous avez vus. Premier usage quand je vais essayer de vous mettre en avant, c'est un usage de feature flipping très, très basique, où en fait on veut activer, désactiver une fonctionnalité précise. Donc là, la fonctionnalité qu'on va développer, c'est on peut toper un épisode comme vu, mais on ne peut pas actuellement marquer une saison comme vue. L'idée ici, ça va être d'ajouter un bouton pour marquer la saison comme vue, et également ce bouton va aller taper une API de notre application pour marquer la saison comme vue. Pour ce faire, ça va utiliser cette conf de feature flipping. Et la première étape, ça va consister en fait à câbler le back-end avec Izanami. Je vais en profiter également pour vous présenter un peu plus l'application démo. Donc elle est en deux parties. Il y a une partie back-end qui est écrite en Java et utilise le framework Spring. Et la partie front-end, c'est du JS et ça utilise le framework React. Donc on va commencer par le back-end et notamment par ajouter une dépendance. On a développé une lib Izanami dédiée à Spring, au framework Spring. Donc là, j'ai déjà fait pour nous épargner toutes les résolutions Maven qui peuvent en découler. Et ensuite,
on a un petit peu de conf. Donc, j'ai commencé un petit peu le travail. C'est pour l'instant c'est du classique, c'est-à-dire que on dit où se trouve notre instance d'IsaNami, là, en l'occurrence c'est sur mon poste, comment on s'authentifie, et ici j'active le serveur SendEvent, le SSE, c'est-à-dire que IsaNami pourra pousser des événements vers notre backend. Dans la lib d'IsaNami, on a implémenté quelques composants pour faciliter l'intégration dans une application Spring. Et notamment, on a un client qui permet d'aider tout ce qui va être autour des features. D'ailleurs, j'ai dû faire une petite boulette là. Hop. Je vais réunir mon truc, je pense. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je joue avec du revert. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Donc, ce que je disais, c'est que maintenant, je vais configurer un client features qui va justement nous aider à échanger avec IsaNami sur ce type de composant. Sur ce client, on va d'abord définir comment on va interagir avec IsaNami. Là, notamment, on va jouer avec un cache. C'est-à-dire qu'au lieu de poser la question à IsaNami, on s'attend à avoir trouvé l'information dans un cache. Et pour être plus précis, ce cache, il sera mis à jour via des événements SSE que IsaNami va nous envoyer. Les connexions SSE, c'est des connexions un petit peu longues, pas forcément appréciées de certaines configurations proxy. Donc, résultat, c'est des connexions qui peuvent être coupées un peu de manière intempestive. Et donc là, j'ai réglé un délai où la connexion sera renégociée. Donc là, c'est un petit peu agressif, mais c'est pour la démo. Et ensuite, je mets un pattern des features que je vais stocker, parce qu'on peut avoir beaucoup de features sur notre instance dynamique, sauf qu'on ne veut pas forcément toutes les avoir dans le cache. Donc là, ça permet de filtrer et d'avoir que l'essentiel dans notre cache. Et enfin, autre élément assez important, c'est définir le comportement lorsque IsaNami est absent. C'est-à-dire que est-ce que la fonctionnalité doit être plutôt activée, plutôt désactivée. Et comme ça évite potentiellement, si IsaNami n'est pas joignable pour X ou Y raison, de dégrader trop fortement l'application. C'est juste qu'il y a certaines fonctionnalités qui sont coupées. Et enfin, dernier élément, c'est un proxy. Alexandre l'a expliqué tout à l'heure, en fait, on a un front-end, et le front-end, il aura besoin de dialoguer avec IsaNami. Le souci, entre guillemets, c'est que c'est le back-end qui a les éléments nécessaires pour s'authentifier auprès d'IsaNami. Donc, ça veut dire que le front-end doit forcément transiter par le back-end pour interroger IsaNami. Donc, ce mode de passe-plat, il est souvent nécessaire. Et pour aider un petit peu à son implémentation, eh bien, on propose un composant proxy. Et là, en l'occurrence, on l'a configuré pour qu'il puisse accéder à tout ce qui est feature flipping, et notamment aux features qui nous intéressent. Donc là, l'idée, c'est on peut avoir configuré des features qui sont visibles, par exemple, que du back-end, d'autres features qui seraient visibles que du front-end. Et là, en fait, en mettant un pattern, on va dire au proxy, tu n'exposes que ce sous-ensemble de features au front pour éviter potentiellement qu'il y ait des choses qui remontent et qui ne soient pas nécessaires. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être justement d'implémenter ces espèces de passe-plat. Alors, ce passe-plat, en fait, il prend l'aspect, ça va être juste un contrôleur qui va apparaître ici, voilà. Ce contrôleur va écouter tout ce qu'on va lui envoyer sur la endpoint /API/IsaNami. Donc, le front-end, typiquement, il va balancer toutes ces requêtes sur ce endpoint. Et j'ai oublié de virer le auto-reader, mais c'est pas grave. Ici, on se fait injecter notre proxy. Et dès qu'on reçoit des requêtes de type GET, eh bien, on les transfère à IsaNami. Donc voilà, là, normalement, on a notre backend qui est correctement câblé avec IsaNami. On peut commencer à implémenter notre fonctionnalité qui consiste, pour rappel, à être capable de marquer une saison comme vue.
on va compléter une API, parce qu'on a déjà commencé à l'implémenter, une API qui permet justement de marquer les saisons comme vues. Donc c'est cette API-là, voilà, qui actuellement, tout ce qu'elle fait, c'est renvoyer un bad request. Et l'objectif du résultat, l'objectif, c'est si la fonctionnalité est activée, on fait le comportement qu'on attend d'elle, et si la fonctionnalité n'est pas activée, eh bien, on va continuer à renvoyer une bad request. Pour consulter les features, eh bien, on va s'injecter le composant feature client, comme ceci. Tac. Voilà. Et maintenant, on va utiliser une méthode du client qui est feature else, qui a le bon goût de prendre un ID en paramètre, donc ça va être l'ID de notre feature, comme ceci. Cette méthode prend en deuxième paramètre une fonction lorsque la feature est activée. Voilà. Et donc là, je fais l'appel de la méthode qui va marquer la saison comme vue, comme ceci. Et en deuxième paramètre, ça va appeler une fonction lorsque la feature n'est pas activée. Là, il doit manquer 2-3 trucs. Là, puis j'aurai une parenthèse. Et voilà. Et donc là, à côté backend, notre API est prête. On peut maintenant basculer sur la partie front-end. Comme pour Spring, on a une API, on a une lib React qui apporte un certain nombre de composants. Ici, j'ai déjà installé, c'est React-Izanami. Et un des composants qu'elle apporte, c'est Izanami Provider. Alors, ce composant a comme particularité, c'est que lorsqu'on va le charger, c'est qu'il va aller taper sur l'API d'Izanami et récupérer toutes les configurations de features et leur état. Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, derrière, ça va aller stocker toutes ces informations-là, toutes les features et leurs états dans un contexte partagé. Et comme ça, si par exemple, vous utilisez une quinzaine de feature flipping disséminées dans différentes pages, eh bien, ça va taper dans le contexte partagé plutôt que faire des allers-retours avec Izanami. À ce provider, il faut lui préciser où se trouve le endpoint passe-plat entre guillemets qu'on a implémenté côté backend. Voilà. Avec en plus quelques options de configuration. Tac, comme ceci. Et maintenant, on peut commencer l'implémentation cosmétique de notre feature. Donc là, en l'occurrence, tout ce qu'on veut, c'est ajouter un bouton lorsque la feature est activée. La librairie apporte un composant qui s'appelle features, qui a le bon goût de prendre un ID en paramètre, l'ID de features. Voilà. Et ensuite, là, on peut décrire le comportement lorsque la feature est activée et lorsqu'elle est désactivée. Donc, lorsqu'elle est désactivée, on souhaite ne rien avoir. Et lorsqu'elle est active, hop, eh bien, ça va être un bouton avec un peu de texte. Alors, dans les faits, le bouton est un tout petit peu plus long à coder, parce qu'il y a d'autres états à gérer, notamment le fait que si la saison est déjà marquée comme vue, eh bien, on peut la marquer comme non vue. Et voilà la magie du copier-coller opère. Voilà le résultat final de notre thème. Si je retourne sur notre application démo, voilà.
Ici, on n'a toujours pas de bouton pour marquer comme la saison comme vue. C'est normal parce que dans la console Dynamics, la feature est toujours inactive. Maintenant que je l'ai activée, magie, magie, on voit ici que des boutons maintenant sont disponibles et ça fait ce qu'on attend d'eux. Et je peux m'amuser également à désactiver la feature si je constate qu'elle commence à générer des problèmes au niveau de mon application. Donc ça me permet également de gérer les états où il faut faire un retour arrière rapide parce que la fonctionnalité dégrade l'application. Donc voici le premier use case qu'on voulait vous présenter. Le deuxième, en fait, ça va être une situation où pour l'instant, on utilise un provider pour faire une recherche de série. Le provider, c'est TVDB. Et là, en fait, potentiellement, on souhaite en expérimenter un autre, bêta-série, et pouvoir passer de l'un à l'autre, voire complètement s'isoler de ces providers. Dans la console Dynamics, j'ai bien deux features déclarées, donc celle qui va concerner TVDB et bêta-série. Par défaut, je considère que TVDB est actif. Et dans le code, ici, j'ai une classe côté backend qui permet de déléguer la recherche. Pour l'instant, tout part sur TVDB, mais l'idée, c'est de pouvoir conditionner cette recherche en fonction de l'état des features. Donc, je ne vais pas refaire l'implémentation parce que grosso modo, c'est la même idée que l'usage précédent. Voilà. Donc là encore, Ouais, la super. magie du coup. Pardon? Je disais, tu codes super vite. Non, ça, on m'appelle Flash. Et donc là, si provider TVDB est actif, eh bien, on appelle le service TVDB. Si c'est bêta série, on appelle bêta série. Et puis, s'il n'y en a pas, on retourne à rien. Si je retourne sur l'application de démo, voilà, comme ceci, je lance une recherche, je suis toujours sur TVDB. C'est normal parce que c'est la feature qui est actuellement active. Je switch vers bêta série. Je refais ma recherche. Je refais ma recherche. Je refais voilà. Et maintenant, bah, c'est le provider bêta série qui est utilisé. Et dans le cas, on va... TVDB répondait plus vite, vaut mieux repasser sur lui, je crois. Ouais, je pense aussi. C'est pour ça que je le laisse par défaut, parce que bon, bêta série, c'est sympa, mais TVDB, c'est mieux. Et je peux carrément m'isoler en fait de tous les providers, si pour peu que les API qui sont totalement foireuses, bah, au lieu que mon application ait un comportement totalement farfelu, eh bien pour l'instant, ça fait une application stable, mais un peu dégradée. Je vais remettre un provider, le TVDB, parce qu'il marche bien, quand même. Maintenant, dernier use case, ça va concerner de l'A/B testing. Et notamment ici, on a un petit bouton pour afficher le détail d'une série. Ce bouton, il prend l'aspect d'un œil, mais le truc, c'est que c'est nous qui avons fait ce choix-là dans le coin et on ne sait pas forcément si c'est le choix le plus pertinent pour les utilisateurs. Donc, notre idée, c'est de mettre plusieurs variants, implémenter plusieurs variants et de les mettre en compétition. Donc, côté console Izanami, eh bien, j'ai préparé une session d'A/B testing. Cette session est très basique, elle ne contient que deux variants, et puis je vais considérer que chaque variant reçoit le même trafic. Et on va commencer, comme pour les features, par un petit peu de conf. Donc ici, on a un client, le client qui va nous permettre d'interagir avec tout ce qui est expérimentation. On définit une stratégie, un comportement plutôt lorsque Izanami n'est pas joignable. Donc là, typiquement, on va afficher, on va soumettre à l'utilisateur le variant A. Et ici, bah, comment le client va communiquer avec l'API, bah, il n'y aura pas de cache. Systématiquement, l'API Dynamics sera sollicitée. Et enfin, on étend le proxy à tout ce qui est expérimentation. Tout à l'heure aussi, Alexandre vous a expliqué que pour que l'A/B testing fonctionne bien,
il faut lui fournir un élément de contexte, quelque chose qui va identifier l'utilisateur. Donc nous, pour la démo, c'est l'adresse mail qui fera office d'identifiant. Mais cet élément, en fait, il faut le passer systématiquement à Izanami. Là, pour la démo, on a fait comme choix que c'est le backend qui va se charger d'injecter cette information-là, et plus précisément, notre passe-plat. Donc là, pareil, j'ai préparé tout le travail. On va y passer des heures. Pardon. Donc là, je prépare un contexte dans lequel j'injecte l'adresse mail et on le transfère à Izanami. Donc, dans tous les appels maintenant de type tous les appels du front vers Izanami vont être enrichis de l'adresse mail. J'ai ajouté également de nouveaux endpoints. Celui-ci, en fait, il permet au front-end de notifier Izanami qu'un variant a été soumis à l'utilisateur. Et j'enrichis la notification de l'ID de l'expérimentation et de l'adresse mail. Pas besoin de préciser le variant parce que Izanami, en fait, va le déduire de l'adresse mail. Et un deuxième endpoint qui va permettre au front-end, sur le même principe que l'endpoint précédent, de notifier Izanami qu'un variant a gagné ou a été utilisé ou converti. Maintenant qu'on a fini sur le côté back-end, on peut à nouveau rebasculer sur la partie front-end et commencer à implémenter la partie cosmétique. Alors notre librairie, elle apporte un composant qui s'appelle experiment, qui prend en paramètre un ID. Donc, en l'occurrence, ça va être l'ID de notre expérimentation. Voilà. Autre paramètre à y passer aussi, c'est sur quel endpoint il faut envoyer toutes les notifs qu'un variant a été soumis. Donc là, ça va être Izanami /experiment /display. Ici. Hop. Et maintenant, on peut commencer l'implémentation de nos variants. Avec un peu d'intentation, ce sera quand même mieux. On va commencer par le variant A. Ici. Et le variant A, en fait, ça va être l'implémentation du bouton actuel, c'est-à-dire avec l'œil. Et maintenant, il faut trouver sur quelle action, sur quel événement, on va considérer que le variant est gagnant, entre guillemets. Étant donné que nous, c'est un bouton, c'est assez simple, ça va être sur le haut-clic. On va envoyer une notif à Izanami que le variant a gagné. Donc là, j'ai une méthode. Hop. Et cette méthode, tout ce qu'elle fait, c'est appeler ce endpoint. Donc là, on a terminé l'implémentation du variant A. On va attaquer le variant B. Et en fait, c'est exactement la même chose, sauf que ici, on va changer son aspect. Donc là, je vais refaire un copier-coller en espérant d'être plus heureux que tout à l'heure. Yes. Et voilà le résultat final de notre implémentation. Ici, on a bien un style différent entre le variant A et le variant B. Je retourne sur notre application. Alors là, la page s'est rafraîchie, donc résultat, le variant qui m'est proposé en tant que Pierre@mail.fr, c'est le variant B, donc c'est le variant avec le chevron. Et voilà. Donc là, il m'est bien proposé. Je peux l'utiliser comme d'habitude. Si je vais dans la console d'Izanami, ici, je peux voir les métriques évoluer en fonction du nombre de fois où je vais cliquer dessus et le nombre de fois où je vais l'afficher. Donc là, par exemple, actuellement, il a été soumis 13 fois. Si je m'amuse à rafraîchir les pages, hop, que je rafraîchis ici le dashboard, on voit bien que maintenant, il a été soumis 15 fois. Et pareil, si je m'amuse à cliquer plusieurs fois sur le bouton,
eh bien, le taux de victoire également augmente et met également à jour son pourcentage de victoire. Si je me connecte maintenant en tant qu'Alexandre, hop, tiens, je n'ai pas mis de série. Je vais en prendre une. J'ai un petit souci de refresh, voilà. Donc pour Alexandre, eh bien, c'est le variant A, c'est avec l'œil. Et là, pareil, si en fonction du nombre de fois où le variant A lui sera soumis et le nombre de fois où il va cliquer dessus, eh bien, ça va faire évoluer ses métriques. En dessous, on affiche un petit graphe qui permet quelque part d'avoir une espèce de timeline et de suivre l'évolution du taux de victoire par variant. Normalement, avec ce dashboard, alors dans les faits, ça peut être beaucoup plus compliqué que ça, il y a beaucoup de littérature sur le sujet, mais ça vous fournit déjà pas mal de métriques pour décider quel serait le variant à retenir et du coup, donner suite, par exemple, de ne plus retenir l'œil, mais plutôt le chevron. Voilà pour la session Dev Coding démo. La session touche à sa fin. Je ne peux que vous conseiller chaudement d'aller sur notre site maif.github.io pour aller consulter tous nos projets open source qui sont quand même plutôt très cool. Et également de réserver votre date du 15 décembre 2021 où il y aura une présentation de notre outil Mélusine. C'est notre outil qui permet de faire du tri de mails. Voilà, et à tout de suite sur Jitsi. Normalement, vous avez dû recevoir l'URL du salon, soit dans les commentaires, soit dans l'invitation de cet événement. Et sinon, le channel, ça va être OSS by Maïf. Eh bien, à tout de suite pour la session questions-réponses. Et sinon, passez une bonne fin de journée. Et merci pour votre attention. Salut! Salut tout le monde!